Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de la Barcelona World Race et de l'ICOMOCA Ocean Masters pour les débats de la course au large. Aujourd'hui, un thème donc scientifique, One Planet, One Ocean, l'engagement de l'UNESCO avec cette course qui partira le 31 décembre 2014 de Barcelone, course en double autour du monde. Nos invités aujourd'hui, à ma gauche, Roland Jourdain, skipper, Jorge Luis Valdés, qui est à la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Il va nous expliquer ce que c'est. Carlos Clastré, directeur de Barcelona World Race TV, et Martin Kramp de la société JICOMOPS. Là aussi, il nous expliquera ce que c'est et il n'est pas venu les mains vides. Alors, première question, Jorge, One Planet, One Ocean, le logo qu'on a vu en ouverture, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce slogan? Ok, merci beaucoup. Je vais parler en anglais parce que je suis more confortable. As we have seen in the video, the ocean connects the entire planet. It's not only in terms of routes, sailing routes, but also in terms of providing the oxygen, providing the life, providing the resources that we need to live in the earth. So you want to translate? Martin, vous voulez traduire? Non. Donc c'est l'importance pour l'UNESCO de s'investir auprès de cette course, pouvoir faire des mesures sur les océans et donc pouvoir récupérer des informations par les marins d'endroits où sur la Terre, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui vont naviguer. C'est le cas. One Planet, One Ocean, depuis combien de temps ce projet a été lancé? Since how long? Well, I think that the logo One Planet, One Ocean is one logo that we are using in UNESCO since a long time ago, but we are using it concretely for the cooperation with the Barcelona World Race because we share the same common objectives. We are using the ocean as one piece of the planet. We consider that the ocean and the planet is the same thing and that we have to always consider as the planet and the ocean as a single thing. Donc, considérer que la planète et l'océan ne font qu'un seul et qu'il faut considérer ça dans un ensemble. Concrètement, comment se déroule ce travail avec la Barcelona World Race? We have different lines of cooperation. One is just to use the boat to sample the ocean during all the term of the race. Le premier axe de travail sera d'utiliser les bateaux qui vont aller dans des endroits donc assez déserts pour pouvoir faire des relevés. Yes, the second one is to use the boats to deploy Argo floats that Martin will explain later. Le deuxième axe de travail sera donc de pouvoir jeter à l'eau des balises qui vont permettre là aussi de faire des relevés. Yeah, the third one is to use the one bateau for sampling the microplastics in the ocean. The plastics that we are using in the land, at the end they are in the ocean, and we have to count and measure the plastics. Le troisième axe sera donc un travail d'étude grâce à un des bateaux, la Barcelona World Race, sur les microplastiques, la pollution microplastique. Yes, then we are going to use one of the boats as well as one meteorological station to send data to land and to make forecast of the situation of the weather in the route of the bateaux. Et le quatrième et dernier axe de travail sera d'utiliser un des bateaux de la Barcelona World Race pour effectuer des relevés météorologiques, donc des endroits traversés par les concurrents de la course. Alors, and finally, the last one is the conference on ocean research that Barcelona is organizing in cooperation with the IOC UNESCO. That will be in November next year, and we hope to make the biggest forum to discuss ocean science in the last 10 years in the world. Et le dernier point sera une conférence intergouvernementale qui sera organisée par l'UNESCO à Barcelone en novembre 2014, où tout le travail des 10 dernières années de recherche seront étudiés et dévoilés tous les résultats. Alors concrètement,
on va rentrer dans le vif du sujet avec Martin Kramp, qui est venu avec une balise. Martin, pour nous montrer, nous expliquer un petit peu ce que vont faire les concurrents de la Barcelona World Race, qui auront chacun une balise comme ça à bord de leur bateau. Alors déjà, Luis et moi, nous travaillons pour la même organisation. Moi, je travaille pour un centre de mise en œuvre, un centre technique de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO aussi, qui s'appelle donc JCOMOPS. Pour comprendre l'océan, il faut le mesurer. Donc, entre autres, on fait ça avec ces tubes d'instruments. Ça s'appelle un flotteur Argo. Il y en a actuellement 3600 dans les océans. Et ça mesure donc la salinité, avec température et conductivité. C'est un appareil qu'il faut donc distribuer et nous avons besoin de trouver 800 solutions par an pour mettre ces tubes d'appareils dans l'eau. Et notamment autour de l'Antarctique, ça pose un grand problème parce qu'il y a très peu de navires qui y vont régulièrement. Mais les navires de course y vont et nous sommes donc très reconnaissants que la Barcelona World Race était là pour nous aider avec ces problèmes-là. Ces appareils-là seront donc déployés avec le voilier de course. C'est mis à l'eau, après ça plonge sur 1000 mètres de profondeur. Ça reste pendant 10 jours à cette profondeur-là. Ça va dériver avec le courant sous-marin. Après, ça va plonger juste à 2000 mètres, puis ça va remonter à la surface et ça va mesurer tous les 20 mètres la salinité et aussi la profondeur où la balise se retrouve. Ça monte à la surface et ça envoie les données à la maison pour un traitement immédiat. Et après, elle replonge. Après, ça replonge, ça peut rester. Celui-là, c'est un instrument basique, 4 ans opérationnel, complètement autonome. Et ça a complètement. Donc là, c'est Luis qui va nous confirmer ça. Ça a complètement changé ces technologies, notre vue sur l'océan, à l'intérieur de l'océan. Qu'est-ce que ça mesure exactement? Vous nous avez parlé de la salinité. Donc pour mesurer la salinité, il faut mesurer la température de l'eau et la conductivité. Et avec ça, on peut calculer la salinité. Ça, c'est un flotteur assez basique, mais déjà d'avoir des flotteurs basiques autour de l'Antarctique, ça serait un grand succès. Le flotteur un peu plus sophistiqué embarque aussi des capteurs pour chlorophylle, oxygène, etc. Alors, comment ça fonctionne pour plonger, pour remonter? Donc, c'est le principe d'Archimède. Il y a un petit ballon ici en bas. À l'intérieur, il y a un réservoir d'huile. Et il y a une pompe qui va donc pomper de l'huile dans cet réservoir-là. À ce moment-là, on joue avec Archimède. Donc, ça plonge et ça remonte avec cette loi physique. Jorge, quelle importance ça a pour vous de récupérer ces informations-là? Well, this is really important. We actually have 3,500 floats in the ocean, and they are providing data all over the globe, from all the oceans. And it is so important for us that now most of the data that we are gathering from the ocean comes from those floats, more than the research vessels, more than the ships. And during the last 15 years, we get more data from the ocean than in the 100 years using ships. Donc il y a 2500 balises flotteurs équivalentes déjà dans les océans en ce moment. Ça fait déjà 15 ans que ces balises existent et que donc l'UNESCO récupère des informations. Et en 15 ans, ils ont récupéré beaucoup plus d'informations que sur les 100 dernières années. Et ce qui vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des océans et aussi de la météorologie. With the data that we have from those floats, we can draft the currents, the ocean currents. We can work on climate change, just look into the increase of temperature. We can do many, many things. So now we cannot understand the ocean if we don't have those floats. Les autres informations qui sont récupérées pendant la course, il y a des informations qui peuvent servir aux coureurs. Donc, on a parlé de la météorologie. Ce qu'on va faire dans l'édition suivante, c'est donc embarquer un prototype pour une station météorologique automatique qui va envoyer tous les heures des données basiques, température de l'air, direction et force du vent, pression atmosphérique. Pression atmosphérique, c'est un paramètre, le paramètre le plus important pour le prévisionniste. On ne peut pas mesurer ça avec un satellite. On peut presque tout mesurer maintenant avec un satellite, mais pas la pression atmosphérique. C'est donc transmis à terre, c'est immédiatement traité et distribué, et les prévisionnistes vont utiliser ces données-là
tout de suite. Et au moment où le navigateur a envoyé ces données à midi, il va télécharger peut-être une météo 3 heures après. Et ces données-là ont été prises en compte. Et il faut savoir qu'autour de l'Antarctique, encore, il y a très peu de données disponibles. Donc au moment où on a cette contribution du skipper même, il va augmenter la qualité de sa propre prévision. Donc c'est vraiment gagnante-gagnante. Roland Jourdain, vous, on sait que vous avez le cœur quand même très écologie, protection de la planète. En tant que marin, c'est une sensibilité que vous avez tous parce que vous rencontrez encore beaucoup de déchets, encore beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être dans les mers. Ouais, mais je voulais d'abord juste poser une question parce que je crois que sur le troisième point, il y a le relevé de taux de plastique dans l'eau. Comment on fait ça pour Well, techniquement pour the prototype that we are going to use to count the plastics in this race will be a physics system. They will take the water from the surface, then the water will pass through the filters, and the skippers have to take the filter from the system from Okay. time to time. Then they will preserve the filters, and once they are back in Barcelona, we are going to analyze and count the plastics. Okay, This will be after the the first race. time. But the idea is to develop some kind of technology that can count and sample the plastics just like the Argo boys. So that will be the future. Donc Roland Jourdain voulait savoir comment allait être mesurée la pollution microplastique. Et donc le système, ce serait qu'un des bateaux sera équipé d'un système qui va permettre d'aspirer de l'eau. Ça va passer à travers un filtre qu'il faudra changer régulièrement. Et Oui. tous les filtres seront récupérés à la fin de la course par l'UNESCO qui pourra analyser du coup le taux de pollution au microplastique. Ben ouais, c'est nous sur l'eau, on ne voit que le macro, hein, que le gros déchet, mais c'est vrai que moi j'ai un souvenir précis, c'était pas dans la Barcelona, mais c'était dans le Vendée Globe, dans le dernier que j'ai fait, où dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, donc dans un endroit où sur la circonférence de la planète, il n'y a pas de terre, j'ai pris mon gouvernail à ramasser une bâche en plastique de 3 à 4 mètres carrés, qui était exactement de là que je regarde le bateau parce que c'était celui-là, et de la couleur du gouvernail, une bâche orange. Donc j'ai passé 3-4 heures avec ça dans le gouvernail. Alors que par chez nous, c'est une habitude, c'est une malheureuse habitude, mais quand on fait la course en solitaire du Figaro ou une transat, on passe notre temps régulièrement à regarder s'il n'y a pas de sac plastique dans ce qui est. C'est un peu dommage, hein, mais enfin, c'est la vérité, quoi. On passe son temps à vérifier qu'il n'y ait pas de pollution dans nos appendices. Mais bon, dans les 40e rugissants, bon là, ce jour-là, ça m'a fait un choc. D'une part, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avançais pas vite, je n'avais pas vu cette bâche-là, mais surtout quand je l'ai ramassée, d'abord elle est restée à bord. Je dis c'est incroyable, même dans ces endroits-là, quoi. C'est-à-dire que c'est partout, c'est partout. Et participer, comme le feront les coureurs de la Barcelona, à un programme scientifique, ça donne un but supplémentaire aussi à la course. Ah ben oui, je pense que c'est. Alors il y a toujours un moment pour le faire et tout. On aurait dû commencer plus tôt, je pense, ne serait-ce que pour les données météo. J'ai jamais compris pourquoi, moi, parce que ça fait quand même quelques années qu'on a des centrales de navigation qui sont à peu près correctes, même si elles ne sont pas d'une précision scientifique au centième d'hectopascal ou au centième de nœud de vent, mais on a plus le droit dans nos courses, nous, avoir des routages, mais quand il y a des routeurs, c'est vrai qu'il y a des envois automatiques simples de force et direction du vent, pression atmosphérique. Et c'est vrai, comme vous disiez, il n'y a plus beaucoup de routes maritimes dans le sud, quoi. Seuls les bateaux de course défrichent le parcours, donc on peut quand même servir à ça, on peut prendre un peu de temps pour... S'il faut mettre une balise comme ça à l'eau, c'est des balises monotypes, on aura tous le même poids à bord, donc ça pénalise personne. Je pense que c'est une évidence de plus en plus criante de nous mettre à contribution, quoi, parce que d'abord c'est pas un sacrifice, parce que c'est le minimum de choses que nous on puisse redonner au terrain de jeu qui nous fait vivre, qui nous donne tant de plaisir, qui nous fait tant rêver, ainsi que le public qui nous suit. Donc c'est le minimum de respect qu'on puisse avoir pour la planète bleue, pour l'océan. Ouais.
Et en plus, vous avez un retour direct sur investissement puisque vous améliorez les prévisions vous aidez les prévisionnistes à améliorer Mais c'est leurs sûr. connaissances. Donc, Mais c'est vous aurez sûr. des meilleures Mais, connaissances météo. Si vous saviez le nombre de fois où on peste contre nos météorologistes, parce que les fichiers de vent indiquent 15 nœuds dans ce sens-là et on en a 35 dans l'autre sens, plus on connaîtra ces endroits-là, mieux on se portera pour tout le monde. Carlos Clastre, pour Barcelona World Race, c'est pas la première fois, c'est pas la première édition où il y a un partenariat avec l'UNESCO, mais ça prend de l'ampleur pour la prochaine. Oui, écoutez, nous avons démarré la dernière édition, en 2010, une collaboration avec l'UNESCO. Il y avait en bateau, c'était le Forum Maritime Català, qui avait un capteur de salinité et température, avec les données qu'on envoyées via satellitaire. Et avec tout cela, on a pu donner à la science des données dans des endroits où normalement on n'a pas des données. Pourquoi? Parce que nos marins sont les témoins que vraiment à ce moment-là on trouve des plastiques, comme tu disais tout à l'heure Milou, on trouve des plastiques dans des endroits que normalement il n'y a eu pas la main de l'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, avec cette initiative que nous avons eue la dernière édition, l'UNESCO nous a donné un trophée, ça se dit un drapeau, à l'initiative d'aider la science à partir de la voile océanique. Et donc, on a voulu aller un peu plus loin cette prochaine édition. Et alors, on a parlé de la balise Argo, de senseurs de salinité, les stations météorologiques et aussi le microplastique. Et les cyclopes. Ah oui, c'est une chose qu'on n'a pas parlé. On utilise les caméras qu'il y a sur le mât. Quasiment tous les bateaux ont une caméra sur le mât. Avec ça, on analyse la transparence et la couleur de la mer. Et comme ça, on arrive à savoir quelle est la situation du plancton, par exemple. Ça nous aide parce que ce sont des données dans des endroits qu'il n'y a pas de trafic maritime. Alors, il n'y a que ces messieurs-là qui passent dans ces endroits. Alors, ce sont des données très importantes. Et en plus que ça, on a parlé avec l'UNESCO et on a décidé de faire un petit peu plus et aider à la organisation de la conférence scientifique de la... Ça se dit comment exactement? De la science marine. De la science, voilà. Et l'organiser à Barcelone et le mois de novembre, étant donné que la course démarre le mois de décembre, dans le cadre du pré-village, c'est-à-dire dans un cadre de beaucoup de présence médiatique, etc., sportive, voile, etc. On va parler de la science aussi et on va démontrer que vraiment la voile océanique se mobilise à ces moments-là devant cette situation de nos océans. Est-ce que vous avez des questions à nos invités? En attendant que vous réfléchissiez à des questions, moi j'aimerais savoir que deviennent les balises au bout de 4 ans? Donc, c'est la question qui fâche. Il faut savoir que envoyer un bateau pour récupérer ces types d'instruments, l'impact sur l'environnement est plus grave que la laisser en mer. Donc pour l'instant, il y en a très peu qui sont récupérés. Si ça arrive sur une plage, il y a un autocollant là-dessus avec une adresse, avec un numéro de téléphone. Nous, on organise après la récupération de la balise. Après, les partenariats avec la voile sont en pleine puissance. On ne peut pas demander à un porte-container de s'arrêter. Un navire de recherche coûte $50 000 par jour. Là, on ne peut pas l'envoyer non plus pour des problèmes budgétaires. Par contre, il y a des bateaux à voile un peu partout dans les océans. Et nous travaillons donc sur une solution avec plusieurs partenaires, notamment ici, cette balise-là, elle va être déployée avec Voile sans frontières, pour aussi récupérer les balises en mer, parce que ça envoie une position très précise et on va donc transmettre cette position à une voilier quand on sait qu'il est en proximité. Et là, on va donc réussir à récupérer une partie de ces instruments. Question? One thing that the people has to know and to realize is that all the data from those floats are available in Google Earth.
If you create the layer in Google Earth, you can see every single float that we have in the ocean, and you can see the data that were released the day that you are exploring Google Earth in your computer. So this is amazing also for the schools to educate the people to be more integrated with the ocean, and it's amazing. It's like a play for the kids. So that's. Jorge qui précise qu'on peut suivre sur Internet la position de toutes les balises et exactement quel jour elles ont été déposées, à quel endroit, le tracé, le parcours. Et ça peut servir pour des programmes éducatifs. Et les enfants, souvent, adorent ça parce que c'est un petit peu comme un jeu. Justement, les données, on en a parlé, c'est les données les plus importantes. Pourquoi vous n'en prenez pas d'autres données avec ces balises? Well, the data that we are obtaining with these buoys are really, really important. But I have to say that the oceanography is a very sophisticated science. We are combining data from satellites. We have many satellites sampling the ocean. The problem that we have with the satellites is that we only have data from the very first centimeters, so just in the really surface of the sea. With those floats, we can have the 3D. We have the vertical legs. So this is a very important instrument for us because we can convert the 2D data in 3D data of the ocean, and we can also monitor what changes are happening in the ocean in the deep layers of the ocean. But the instruments that we are using to monitor and to sample the ocean are really diverse and complicated. We are using ships of opportunity to sample other things, for example, in the Baltic Sea, in routes from crossing the Atlantic, using commercial routes. We use research vessels. We have many, many instruments, the tide gauges to measure the sea level. We have many, many different instruments. Ouais, les informations qui sont relevées finalement par ces balises sont des informations complémentaires de toutes celles qui sont déjà récupérées par l'UNESCO grâce aux satellites qui peuvent mesurer, mais qui mesurent que le début, la surface de l'eau, sur les températures, sur la houle, mais il y a aussi toutes les routes commerciales, les bateaux qui sont utilisés donc pour faire ces relevés. Et ces balises vous apportent les informations qui vous manquent en fait. Oui, oui. Martine. Les scientifiques au début ont été assez sceptiques si on peut utiliser un IMOCA 60 pour l'acquisition de données océanographiques parce que le bateau il saute d'une vague à l'autre et pour mesurer le paramètre océanographique il nous faut un débit de l'eau stable et sans bulle. Et donc ça c'est très compliqué à réaliser sur ce type de plateforme. Et il y a plusieurs projets qui ont travaillé là-dessus. Il y a notamment le programme océano-scientifique, il s'appelle. Et je voulais parler de ces programmes parce qu'il était, il y a 2 jours ici à Paris, il a gagné le prix de l'économie franco-allemand. Donc, dans ces contextes-là, il était donc prouvé aussi que ce type de plateforme peut utiliser pour l'acquisition de données parce que c'est un système donc d'acquisition pour ce type de bateau. Donc c'est possible, c'est déjà une très bonne information que ça fonctionne. Et peut-être encore une remarque, on a parlé de l'éducation. J'étais en Afrique du Sud il y a quelques semaines, j'ai visité une école dans les townships. Donc vous imaginez un peu la situation, il n'y a pas grand-chose, il y a une grande pauvreté. On était donc entourés d'un moment à l'autre par des élèves de 10 ou 12 ans qui ont tous voulu parler avec nous parce qu'ils font beaucoup de choses avec ce programme Argo. La climatologie, géographie, informatique pour récupérer les données, langue, etc. Et tout ça avec le programme Argo parce qu'ils suivent quelques flotteurs précis qui ont été adoptés par l'école. Donc, si possible, on donne le flotteur avant le déploiement à une école. Donc, tout le monde peut le toucher, il est tangible, on peut signer dessus, etc. Et donc, nous, on travaille pour l'UNESCO. Donc, il y a aussi l'aspect éducation qui est très important pour nous. Question? J'en ai une autre. Vous nous expliquiez, Martine, juste avant qu'on commence, que ce qui vous intéresse aussi avec les 60 pieds, c'est qu'ils sont au ras de l'eau et que ça permet de les mettre à l'eau sans les abîmer. Parce que jeter d'un porte-container,
Et il y a le risque qu'elle tombe de 20 mètres et qu'elle se casse. Alors quand ce n'est pas les marins en tout cas les régatiers qui les mettent à l'eau, comment vous les déployez, les 2500 autres? Ouais, bah, c'est justement là où on s'adresse à la voile en général pour l'instant, parce que c'est vrai, un voilier, déjà pendant le voyage avant, il devient presque un membre de l'équipage. Souvent, il se trouve dans une bannette, parce que c'est le meilleur endroit pour le mettre. Et c'est vrai que sur la plateforme arrière d'un voilier, on peut le mettre très doucement à l'eau. On a déjà parlé de la récupération, mais effectivement pour le déploiement, il y a beaucoup de potentiel. Ça restera toujours un petit puzzle dans notre grand système. Mais pour quelques plateformes très sophistiquées avec des capteurs très fragiles, qu'il faut donc surtout pas jeter de 20 mètres d'auteur à 20 nœuds de vitesse d'un porte-container, la voile a du potentiel. Alors s'il y a des gens qui naviguent autour du monde et qui voudraient vous aider dans cette démarche, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Bah, il faut m'envoyer un mail, il faut m'envoyer votre parcours. C'est justement quelque chose qu'on est en train de mettre en route dans notre centre d'opération. Il y a un site internet pour ça, pour justement vous contacter? jcomops.org. Après, si vous allez actuellement si vous faites un petit Google, sur le site de l'UNESCO, il y a une actualité qui a été mise il y a quelques jours concernant un autre partenariat pour une rallye transatlantique. La rallye a encore l'avantage que nous avons plusieurs bateaux à disponibilité, mais il y a peu de contraintes de compétition. Et là, il y a donc le projet de Jimmy Cornell, la Blue Planet Odyssey, qui a aussi pris quelques instruments de bouée à ce moment-là. Et il y a un article donc, sur le site de la CEI UNESCO qu'on trouve facilement si vous faites un Google CEI UNESCO Océan. D'accord. Et l'adresse mail, vous avez dit, c'est www.jcomops.org. Donc ça, c'est notre adresse. JCO2MOPS. C'est ça. .org, voilà. Bilou, votre activité, vous, en ce moment, c'est aussi des projets environnementaux? C'est aussi ça, ouais, c'est la compétition d'un côté, et puis sur tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, enfin un certain nombre de choses que j'ai remarquées dans l'évolution de notre petit monde et petite société depuis quelques années, grâce en partie à la chance que j'ai eue de pouvoir faire le tour de cette planète qui à sa première navigation paraît immense et infinie, et au fur et à mesure des tours du monde, on se rend bien compte qu'elle est toute petite, qu'on est de plus en plus nombreux à habiter dessus, et que que ces légers petits désagréments de plastique, pour ne citer que le plastique, qui finissent dans les océans et qui finiront par nous remonter dans le ventre, puisque la chaîne alimentaire nous les ramènera, ça m'agace un peu. Donc j'essaye de faire des choses en travaillant particulièrement dans le domaine des biocomposites, en fait, des matériaux alternatifs à la pétrochimie, et donc d'une recyclabilité et d'une biodégradabilité potentielle. Donc pour le nautisme et pour les utilisations à terre, 90% de la pollution des océans, elle vient de la terre quand même. Donc il y a beaucoup de boulot à faire à terre. Et pour aller plus loin dans cette démarche-là, en fait, on vient effectivement de créer un fonds de dotation qui s'appelle Explore, et pour encourager, épauler, identifier ce qu'on a intitulé les nouveaux explorateurs, qui pour moi sont les gens qui vont nous faire habiter et plus en harmonie sur la planète, puisque les grandes découvertes géographiques, je pense qu'elles sont faites. On sait où on vit, maintenant c'est savoir comment on va vivre ensemble qui est intéressant. Donc à l'image d'une bonne partie des gens de ma génération, la course au large a donné lieu à de nombreuses innovations. On fait aujourd'hui des bateaux qui volent, c'est pour dire, c'est venu assez vite, et on a quasi tous commencé dans nos garages, dans le fond de nos hangars, et aujourd'hui il y a des tas de gens qui avec des petits moyens sur des projets précis, je trouve, sans programme énorme, etc., font avancer le monde tous les jours. Donc on va les épauler et avancer là-dedans. Vous avez un exemple ou deux concret? Je crois que cette année, vous étiez au Bangladesh. Alors ouais, on a 4 projets identifiés, donc tout le monde peut aller voir le bateau de Corentin, de Châtel-Perron, qui est là. Corentin, toute son équipe de Gold of Bengal, eux travaillent sur la filière de la fibre de jute. La fibre de jute, c'est un exemple, on en faisait nos sacs de pommes de terre, nos sacs à patates, le plastique a remplacé tout ça. Et cette fibre là-bas qui pousse dans le delta, qui est naturelle, peut
très facilement, pour peu qu'on s'en donne les moyens, et de retisser à la façon des tissus pour fabriquer les bateaux. Et dans un contexte où là-bas le prix du bois et la déforestation mondiale font que le prix du bois monte, le polyester et la fibre de verre vont être concurrentiels. Plutôt que d'importer tout ça, on peut redonner du travail, recréer une filière économique et sociale et environnementale, puisque ce sera de la fibre naturelle qui pourra construire les bateaux. On le fait à l'identique dans un autre contexte, nous, en Bretagne, mais avec des biocomposites liés au lin, au liège, au balsa, demain le champ. Enfin, le champ des possibles est infini pour peu qu'on commence à regarder la nature d'une autre façon et qu'on oublie un petit peu le zapping facile d'appuyer sur l'interrupteur pour avoir la lumière et de démarrer le moteur sans se poser la question d'où vient le gasoil, quoi. C'est juste changer un petit peu nos codes de fonctionnement et je suis sûr que ça nous préparera de magnifiques courses à la voile et une vie harmonieuse en général sur la planète. C'est du moins le souhait que je fais. Alors pour le public du salon, il faut aller sur quel stand pour voir ce bateau en toile de jute? Alors il est juste derrière nous, je ne connais pas le nom du stand, mais vous voyez, on voit sa voile pince de crabe juste derrière nous. Et c'est devant le Nautic Café. C'est devant le Nautic Café, ouais. Ça vaut vraiment le coup parce que le bateau vient de faire un voyage nomade dans les mains de Il se de repère Corentin. facilement avec son côté un peu rustique. Ouais, Corentin vous racontera tout le reste de ses aventures, on va pas passer la journée. Et on a un autre projet en Polynésie avec Julien Girardot, tout simplement pour ramener des bateaux à voile dans les atolls. C'est incroyable quand même qu'il y a des gens aujourd'hui. En plus, c'est les Français, hein, tout ça, ça nous appartient un petit peu, mais voilà, le moteur est arrivé là-bas, mais l'essence coûte trop cher. À quoi ça sert d'amener des bateaux à moteur dans des endroits où il y a du vent et on ne peut pas s'en servir parce qu'on n'a pas d'argent? Et il y a des choses très très simples à réinventer. Et d'ailleurs, on travaille sur un programme scientifique, ramener une pirogue à voile dans un endroit, c'est une réserve naturelle, d'ailleurs pilotée par l'UNESCO aussi, où au-dessous de cette pirogue à voile, il y aura, je dis on, mais c'est les scientifiques qui s'en occuperont, une googlisation aussi, faire un Google Earth en 3D du lagon. Et voilà, c'est assez allié par des choses simples, les technologies du 3e millénaire, et ramener un petit peu de bon sens dans tout ça. Alors c'est ambitieux, mais bon, dans les courses à la voile, il y a une ligne d'arrivée. Là, la ligne d'arrivée, elle est... Il n'y en a pas, c'est ça qui est bien. Si vous avez une dernière question, tant qu'ils sont là, nos invités, c'est le moment d'en profiter. Sinon, je vous remercie en tout cas tous les quatre d'être venus nous expliquer, nous éclairer sur ce programme scientifique de l'UNESCO avec la Barcelona World Race. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, prochain rendez-vous, 13h, même heure, sur le même stand, Barcelona World Race IMOCA Master, avec cette fois-ci un sujet sur le parallèle entre le Dakar, la course au large, les défis de l'extrême. Nos invités seront Alain Gauthier, Philippe Monet, qui est certainement le seul marin qui a fait le tour du monde et le rallye Paris-Dakar, Patrice Rouanette et Xavier Gavory. Merci à tous, bonne journée sur le Salon Nautique et à demain pour la suite des débats de la course au large. One legend, one world champion, one ocean mile.